Bonjour à tous, bienvenue au ISFAR pour ceux qui viennent de se connecter. On est ravis de vous accueillir dans le cadre de cette session qui est soutenue par le laboratoire LFB et que je remercie au passage et qui s'intitulera « Comment évaluer et prendre en charge le risque hémorragique chez le patient cirrhotique ». Au cours de cette session, j'aurai le plaisir d'accueillir deux experts du sujet. Aurélien Le Breton, qui est hémostasien à Clermont-Ferrand, et puis Stéphanie Roulet, qui est anesthésiste réanimateur et qui s'intéresse particulièrement à ces questions d'hémostase chez ce type de patient. Et puis moi, je m'appelle Emmanuel Weiss, j'aurai le plaisir de modérer cette session. Je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital Beaujon. On va ainsi pouvoir donner la parole au professeur Le Breton. Bonjour Aurélien, on te laisse commencer. Bonjour. Donc je vais chercher ma présentation. Voilà. Hop. Donc j'espère que tout est bon pour vous. C'est nickel, on t'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup LFB pour m'avoir contacté pour participer à ce symposium. Donc quelque chose qui m'est relativement cher à Clermont-Ferrand, c'est l'hémostase et puis l'hémostase chez le patient cirrhotique. Et en fait, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu les modifications physiopathologiques du patient cirrhotique et notamment de sa partie hémostase, et puis quel lien on peut éventuellement en faire après avec le risque, notamment hémorragique. Donc, comme vous le savez, toutes les maladies du foie chroniques peuvent aboutir à une cirrhose avec éventuellement une insuffisance hépatocellulaire. Et en fait, le foie étant l'organe de synthèse des protéines de la coagulation et de beaucoup d'autres facteurs, il va y avoir une modification de l'ensemble de l'hémostase, à savoir l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. Donc ces différentes étapes vont être modifiées lorsqu'on va avoir un patient avec une insuffisance hépatocellulaire. Et vous savez qu'on a souvent l'habitude de représenter l'hémostase sous la forme d'une balance. Et en fait, il y a un nouvel équilibre qui se crée. Et pendant très longtemps, on a pensé que le patient était à risque hémorragique, le patient cirrhotique était à risque hémorragique, puisque il était, d'un côté, on avait des taux de prothrombine qui étaient diminués, donc les tests de routine de coagulation étaient perturbés. Et puis, il y avait des événements hémorragiques, notamment des ruptures de varices œsophagiennes qui faisaient que tout allait dans le même sens. Et puis en fait, au fur et à mesure de ces dernières années, on verra notamment un peu plus tard dans la présentation que finalement, le patient n'est pas non plus protégé vis-à-vis du risque thrombotique et que cette balance, en fonction des outils qu'on utilise, eh bien, en fait, on a des différences qui peuvent être montrées en fonction des tests qu'on utilise. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu plus en détail ce que l'on retrouve au niveau de l'hémostase. Donc vous avez l'hémostase primaire qui est en haut, la coagulation au centre et puis la fibrinolyse sur les petits diagrammes du bas. Donc au niveau de l'hémostase primaire, vous voyez que ce qui va pencher du côté hémorragie, on aura surtout une thrombopénie qui peut être plus ou moins prononcée et puis qui viennent contrebalancer en fait cette thrombopénie. On a notamment l'augmentation du taux de facteur de Willebrand pour laquelle il était démontré que finalement au niveau fonctionnel ça pouvait un petit peu compenser cette thrombopénie. L'étape de coagulation, c'est celle qui a été probablement le plus étudiée. Et en fait, bien évidemment, on a une diminution de l'ensemble des facteurs de la coagulation qui sont procoagulants, à l'exception du facteur 8 qui, lui, est augmenté. On a parfois des dysfibrinogénémies acquises et on a une part parfois de carence en vitamine K qui vient se surrajouter pour le versant pro-hémorragique. Et pendant très longtemps, en fait, on a largement, en fait, finalement, sous-étudié le versant procoagulant qui est à droite parce que, bien évidemment, on a une diminution des facteurs de la coagulation procoagulants, mais on a aussi une diminution des freins de cette coagulation, notamment antithrombine, protéine C, protéine S. Et en fait, la résultante de tout cela, on n'a pas de test actuellement de routine au laboratoire qui nous permettent de l'évaluer. On en a peut-être un en recherche qui s'appelle le test de génération de thrombine dont on parlera tout à l'heure. Mais vous voyez que finalement, l'appréciation de cette balance entre les facteurs anticoagulants et procoagulants, elle n'est pas simple à évaluer. Donc le risque hémorragique non plus n'est pas simple à évaluer. Et puis pour la fibrinolyse, c'est un peu le parent pauvre de l'hémostase. On a quand même beaucoup moins de tests qui nous permettent de l'évaluer, mais ce qui ne veut pas dire que la fibrinolyse n'est pas impactée non plus et n'a peut-être pas un rôle également dans la prédiction du risque hémorragique. Donc ça, c'est le test que vous connaissez bien au laboratoire. Vous savez que la coagulation, on a la voie extrinsèque, la voie intrinsèque. Donc la voie extrinsèque est explorée par le temps de Quick.
Lorsqu'on fait un test au laboratoire, en fait, et qu'on fait ce temps de quick, vous voyez que on explore les facteurs secs, les facteurs 10, les facteurs 5, et puis la conversion de la prothrombine en thrombine. Et puis, lorsqu'on regarde cette voie intrinsèque de la coagulation, là, qui est explorée par le TCA, on a une activation de la phase contact avec activation des facteurs 12, 11, et puis le complexe ténèse, facteur 9, facteur 8, qui va venir rejoindre la voie commune et qui va permettre de générer ce temps de coagulation et donc ce TCA. Vous voyez bien que l'ensemble des facteurs anticoagulants ne sont pas étudiés. Lorsqu'on fait ces tests-là, on n'étudie pas l'antithrombine, la protéine C, la protéine S, donc ils ne sont pas forcément adaptés pour être le reflet de vraiment l'équilibre, le nouvel équilibre qui se crée chez le patient cirrhotique. Vous avez souvent en test point of care les tests viscoélastiques. Alors, vous avez d'un côté le thromboélastogramme et puis le Rotem. Il y en a un autre qui est sorti récemment qui s'appelle le Cantra, qui ont tous des méthodes de détection relativement différentes. Il y a eu des mises à jour récentes des différents outils, avec notamment à la fois pour le thromboélastogramme et pour le Rotem, des tests qui sont peut-être un peu plus simples à réaliser au lit du malade. Et puis des méthodes de détection qui ont également changé, avec des tests en résonance, des outils donc qui nous permettent d'apprécier des tests, les capacités viscoélastiques du caillot. Et il faut savoir que ces tests-là sont insensibles au taux de facteur de Willebrand et sont également insensibles à la thrombomoduline. Et on verra tout à l'heure que cette thrombomoduline est en tout cas une voie qui peut être intéressante, notamment chez le patient cirrhotique. On en reparlera avec un test tout à l'heure. Donc, lorsque vous faites les tests viscoélastiques, vous avez des courbes de ce type-là, avec la courbe du thromboélastogramme en haut et la courbe du Rotem en bas. Et puis, vous avez un paramètre principal qui a été plus ou moins identifié comme déterminant de parfois ce risque hémorragique, en tout cas pour gérer certaines transfusions. Donc pour le TEG, c'est l'amplitude maximale, et puis la MCF pour le Rotem. Donc ça, c'est des choses qui ont été relativement étudiées et réétudiées chez le patient cirrhotique. On en reparlera brièvement tout à l'heure. Et lorsque vous avez ces thromboélastogrammes ou ces courbes de Rotem, vous avez en fait finalement ces différentes profils qui sont en fait représentés alors là sous la forme de rien à voir avec la cirrhose, mais c'était fortuit, mais sous la forme de, vous voyez, de verre, de vin. Donc après on peut regarder les profils normaux, ceux qui exposent à une fibrinolyse augmentée, ceux pour lesquels on a probablement un manque en facteurs, ceux pour lesquels il manque du fibrinogène, etc., etc. Et c'est vrai que ces tests viscoélastiques ont surtout été utilisés et validés dans la gestion des transfusions pour la prédiction du risque hémorragique chez le patient cirrhotique. On verra tout à l'heure que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc ces tests viscoélastiques, en fait, quand on les regarde un peu plus en détail, on a cherché à les comparer et à les faire les relier ou les corréler aux tests de routine. Et en fait, il s'avère que ces tests, et notamment la thromboélastométrie, semblent relativement faiblement corrélés avec les tests de routine et semblent probablement mieux corrélés avec le taux de plaquettes et le fibrinogène. Donc c'est les deux paramètres qui semblent être le mieux corrélés avec ces tests-là, notamment pour ce qui est de cette diapositive-là, le Rotem. Et lorsqu'on regarde le TEG, le thromboélastogramme, on a également une faible corrélation avec les tests de routine, et puis on a parfois certaines études qui ont démontré que on a parfois des corrélations avec certains paramètres, d'autres non. Donc c'est pour ça que c'est assez hétérogène comme data. Et je pense que ces tests-là, pour la prédiction du risque hémorragique, on a besoin d'études qui sont relativement robustes, chose que l'on n'a pas forcément. Donc là, je vous ai résumé sur ce tableau les principales études, on va dire, de niveau de preuve les plus élevés qu'on ait dans la littérature sur la gestion des procédures invasives. Et vous voyez que ce sont des études qui comportent peu de patients,
avec parfois des designs qui sont toutes différentes, donc bien évidemment difficilement comparables. Mais il n'y a pas forcément de lien en conclusion entre les paramètres des tests viscoélastiques et ce risque hémorragique. Donc c'est pour ça qu'on a besoin probablement d'autres outils. Et avant de passer à peut-être d'autres outils qui pourraient être intéressants pour étudier cette hémostase et apprécier le risque hémorragique de manière peut-être plus fine, c'est important que je vous représente un peu de physiologie au niveau de notamment la voie de la protéine C, puisque on a au niveau de la voie de la protéine C, donc la protéine C c'est un inhibiteur de la coagulation, et vous avez ici un schéma avec une membrane de cellules endothéliales. Et vous avez un récepteur qui s'appelle la thrombomoduline, qui est ici à gauche, qui en fait est un récepteur qui est fiché à l'intérieur normalement de la membrane endothéliale, et qui en fait, lorsque la thrombine, donc l'enzyme clé de la coagulation, vient se fixer à la thrombomoduline, elle est capable d'activer la protéine C en protéine C activée, de manière d'autant plus importante qu'il y a un récepteur qu'on appelle le PCR pour récepteur endothélial à la protéine C, qui va booster cette capacité d'activation de la protéine C activée. Et donc, vous allez avoir une inhibition par l'intermédiaire de cette protéine C activée des facteurs 5 et des facteurs 8 de la coagulation. Donc, en fait, il faut garder à l'esprit que chez le cirrhotique, c'est probablement une voie qui est relativement importante, on le verra après, puisqu'on a aussi également une voie de la protéine C qui est perturbée, puisque le taux de protéine C diminue. Donc ça, ce n'est pas étudié par les tests conventionnels. Si on ne met pas de thrombomoduline dans le système, notamment dans les tests viscoélastiques, on ne peut pas étudier en fait cette voie-là. Et on a un test au laboratoire qui s'appelle le test de génération de thrombine et qui peut, en fait, dans certaines conditions analytiques, évaluer finement cette voie de la protéine C activée. Donc ce test de génération de thrombine, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous avez donc la cascade de la coagulation qui est représentée ici. Et le but de la coagulation, c'est de générer la thrombine, qui est en fait l'enzyme clé de la coagulation, qui est entourée en vert et qui en fait va convertir le fibrinogène en fibrine. Et en fait, au laboratoire, on est capable de suivre au cours du temps cette génération de thrombine par fluorimétrie, donc avec une méthode qui est relativement robuste. Et en fait, on obtient une courbe, un thrombinogramme. Et en fait, ce test-là peut être sensibilisé à la voie de la protéine C activée si on rajoute dans le système de la thrombomoduline. Et donc, si on rajoute de la thrombomoduline, on va influer la courbe de génération de thrombine, donc on va diminuer cette génération de thrombine et on va pouvoir avoir un reflet de la sensibilité à la protéine C du plasma qu'on teste. Alors bien évidemment, c'est pas un test parfait non plus puisque c'est un test qui est réalisé sur plasma, donc c'est pas du sang total, donc à voir si ce test-là pourra nous permettre chez le patient cirrhotique de prédire un jour le risque hémorragique ou non. En tout cas, voici les résultats des tests que l'on a. Donc ce test de génération de thrombine, on obtient une courbe et on a différents paramètres. Donc on a un temps de latence qui est le temps que met la courbe à démarrer. Puis en fait on a ensuite on va jusqu'à un pic, donc on peut mesurer la hauteur du pic, on peut mesurer le temps que l'on met pour aller jusqu'au pic. Et puis ensuite on a la phase d'inhibition de la coagulation qui survient, d'autant plus importante que si on rajoute de la thrombomoduline dans le système. Et en fait on obtient une courbe avec une R sous la courbe, et ce paramètre d'R sous la courbe qu'on appelle l'ETP pour les hémostasiens, donc ça représente la capacité totale de thrombine qui est en fait capable de générer le plasma. Donc chez ce cirrhotique, c'est relativement intéressant. Et c'est vraiment ce paramètre-là qui est pris comme référence, comme paramètre principal, même si on peut en débattre là aussi. Donc chez le patient cirrhotique, ce test-là a été utilisé depuis de nombreuses années maintenant. Il a bénéficié également au cours du temps de nombreuses standardisations parce que c'est un test qui était au début relativement manuel, pas très automatisé. Maintenant, on a des systèmes qui sont de plus en plus automatisés, donc qui permettent de faire des études multicentriques, par exemple, avec une moindre variabilité. Et donc, lorsqu'on regarde, en fait, en 2005, une équipe italienne qui, en fait, avait utilisé ce test de génération de thrombine chez le patient cirrhotique, les deux premières parties du graphe sont sans thrombomoduline. Donc, vous voyez que finalement, les patients cirrhotiques qui sont sur la partie droite
génèrent moins de thrombine que les patients contrôles qui sont ici à gauche. Et lorsqu'on rajoute de la thrombomoduline dans le système, eh ben, vous voyez que le patient cirrhotique génère finalement autant de thrombine que le patient contrôle. Donc finalement, la génération de thrombine de ces patients cirrhotiques en présence de thrombomoduline, elle semblerait être normalisée, ce qui en fait allait relativement contre l'utilisation des taux de prothrombine et temps de céphaline avec activateur pour notamment gérer ce risque hémorragique. Et même lorsqu'on regarde en fait et lorsqu'on standardise un petit peu mieux ce test-là, l'ensemble des études, donc là je vous en ai mis une, mais il y a beaucoup d'autres études qui ont confirmé ces résultats-là. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le graphe de gauche, vous voyez que vous avez les patients sains et en fait un ratio avec sur 100 thrombomoduline qui est exprimé ici. Chez les patients sains, vous voyez qu'on a des ratios à peu près de l'ordre de 0,06, 0,7. Et en fait, on voit que lorsqu'on regarde en fonction de la sévérité de la cirrhose, on a donc une sévérité, plus la sévérité augmente et plus finalement ce ratio augmente également, ce qui fait que on a un état quelque part hypercoagulable qui augmente avec la sévérité de la cirrhose. Donc finalement, on a un peu l'inverse de ce qu'on pensait, c'est-à-dire que finalement, on a peut-être dans ces conditions-là un état hypercoagulable en lien avec la sévérité de la maladie hépatique. Et puis ce test-là a également été utilisé à plusieurs reprises, notamment pour regarder ce qui se passait avant et après transfusion, notamment de plasma frais congelé, parce que c'est une thérapeutique qu'on utilise fréquemment pour essayer de normaliser la coagulation chez le patient cirrhotique, parfois avant geste invasif. Et en fait, finalement, lorsqu'on regarde ce test de génération de thrombine, avant et après transfusion de PFC, mais en fait, on voit que ce test-là ne bouge que très peu et que finalement, l'augmentation de la capacité totale de thrombine, la génération de thrombine totale est finalement très peu augmentée, voire même parfois, chez certains patients, elle peut être parfois même augmentée. Donc quelque part, on augmente encore plus le signal de génération de thrombine, donc potentiellement, qui dit augmentation de génération de thrombine, dit potentiellement effet hypercoagulable. Donc c'est pour ça que ce test-là, et notamment la génération de thrombine en présence de thrombomoduline, est potentiellement intéressant et montre, et c'est également ce qu'on a comme reflet avec les tests de routine, que la transfusion de PFC, elle a un effet relativement limité sur la coagulation du patient cirrhotique. Donc en conclusion, vous voyez que finalement l'ensemble des étapes de l'hémostase est impacté par la cirrhose, que les tests de routine, ils sont utiles pour apprécier probablement la sévérité de la maladie hépatique, mais ils ne sont pas du tout représentatifs de la coagulopathie du cirrhotique, ou en tout cas lorsqu'on souhaite l'étudier très finement. Les tests viscoélastiques ne permettent pas non plus de prédire le risque hémorragique de manière très fiable. Ils ont probablement une place pour la stratégie transfusionnelle. Et vous voyez qu'on a peut-être d'autres tests qui arrivent bientôt, notamment ce test de génération de thrombine, qui a permis même de mettre en évidence un état hypercoagulable dans certaines conditions, c'est-à-dire en présence de thrombomoduline. Donc je pense qu'on peut considérer que les patients cirrhotiques ne sont pas naturellement anticoagulés, ça c'est relativement important. Et puis tout dernièrement, on a des recommandations d'hémostasiens qui sont sorties, qui en fait nous disent que finalement on n'a pas du tout besoin de transfusion systématique chez le patient cirrhotique avant geste invasif, mais bien évidemment on a un niveau de preuve qui est relativement faible, donc l'adhésion à ces recommandations risque un peu de pâtir de cela. Donc voilà, je vous remercie et je vous rejoins pour la session questions. Merci beaucoup, très clair. Très belle présentation, bien illustrée, d'un hémostasien qui sait parler aux cliniciens.